Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. D'abord parce que c'est ma première participation in vivo à une conférence depuis bien longtemps et ça fait vraiment beaucoup de bien, je trouve. J'avais été contacté par Claude Hansen il y a longtemps déjà maintenant pour me demander si j'accepterais de venir parler devant à votre conférence, et j'avais répondu oui à l'époque. Ça fait longtemps que je pense que votre institut fait œuvre utile en regroupant des professionnels, des chercheurs, des praticiens du risque au quotidien dans les entreprises, dans les administrations, mais aussi des spécialistes de la crise, comme les pompiers, les gens de la sécurité civile, etc. Donc, ce sont des métiers qui ont beaucoup à partager. Et il n'y a pas énormément de lieux où ces différents composantes peuvent se retrouver et essayer de faire avancer la réflexion, les méthodes d'action, la pensée, influer sur ce que font les dirigeants. Alors, comme dit Jean-Marie, il reste énormément à faire, mais c'est une œuvre passionnante et donc je voudrais vous encourager à la poursuivre. Et donc, je suis très heureux de m'adresser à vous très, très modestement à la suite de cette très belle présentation de Jean-Marie qui illustre beaucoup de choses que tous nos concitoyens et vous-même en tant que professionnel, on peut à chaque fois se dire « Ah oui, c'est vrai, ça fait résonner dans mon savoir, dans mon expérience, telle ou telle réaction. » Alors, bon, c'est un lieu commun, mais je pense que les savoir-faire des métiers du risque, pour employer cette expression générale issue de votre titre de conférence, sont des savoir-faire essentiels dans toute société organisée. Parce que les risques sont là, les dangers sont autour de nous depuis que l'humanité existe, et finalement, si elle a pu progresser, c'est en se jouant de ces dangers, en apprenant non pas à les supprimer, parce qu'ils sont insupprimables, et ils sont même un de nos ressorts d'action, de réaction, mais il faut faire avec et éviter qu'il se transforme en risque trop oppresseur vis-à-vis de ce que nous avons en tant qu'humanité envie de faire. Alors, ça veut dire que, en fait, ces savoir-faire, ils sont dans beaucoup de corps de métier, dans beaucoup de professions, au sein de l'État, au sein de ces professionnels de santé, de l'enseignement, de la recherche, des entreprises qui génèrent des risques industriels, etc., etc. Et finalement, mais il y a beaucoup de choses communes entre ces différents corps de métier qui sont en fait la capacité à anticiper et planifier une réactivité. C'est-à-dire quand on se préoccupe du risque, on est prêt, je pense mentalement, à ne pas être dans le même temps que les autres. Et c'est ce temps d'avance qui finalement justifie la prééminence du métier du risque par rapport à d'autres activités dans une entreprise ou dans n'importe quelle organisation. Ça se traduit aussi par une capacité d'organisation technique et humaine au service des autres. C'est-à-dire que quand on produit des yaourts, on se préoccupe de l'alimentation des autres, d'améliorer le chiffre d'affaires, d'améliorer la qualité, que sais-je, la communication, la publicité, etc. Mais quand on se préoccupe du risque alimentaire, on est au service de la société dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui transcende l'objet d'une entreprise, d'un service de recherche, que sais-je. Donc, c'est quelque chose qui va au-delà et c'est quelque chose qui est très rétributeur. Et moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière autour de ça, mais pas initialement. Et en fait, c'est venu petit à petit et j'en étais très heureux. Et je pense que c'est un parcours professionnel qui était le mien, quand j'y repense aujourd'hui, qui me remplit de bonheur parce que c'était une contribution, j'espère utile, à quelque chose qui transcende l'activité du quotidien de la plupart de nos concitoyens. Un troisième élément qui est la culture de la vigilance, faire attention aux détails. Ça c'est quelque chose qu'on enseigne nulle part, mais qui est fondamental et que les gens du risque savent bien, tous autant qu'ils sont. Alors ça tombe bien quand les gens du risque sont en même temps des décideurs, des opérationnels, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce sens de la vigilance, c'est-à-dire de la
préparation de l'instant d'après, mais aussi de l'imagination de ce qui pourrait tourner court, tourner mal. Ça, c'est quelque chose qui caractérise les métiers du risque, quel que soit le corps de métier ou le domaine d'application. La capacité à improviser. Alors, on trouve ça aussi chez les militaires, bien sûr, mais la capacité à improviser à une échelle opérationnelle, c'est-à-dire pas simplement en tant qu'individu, mais à faire en sorte qu'un système soit capable d'improviser. Ça, c'est quelque chose qui est également pas donné à tout le monde et qui se cultive, qui s'exerce, qui doit progresser avec leur tour d'expérience. Voilà. Et enfin, la résilience, évidemment, il faut pouvoir durer. On cherche tous, quand on est dans ces professionnels du risque, à éviter les crises, mais parfois elles s'imposent à nous. Et lorsqu'elles se produisent, il faut durer, il faut y survivre et il faut être capable, dans certains métiers, de se substituer à des processus de fonctionnement qui ont failli à cause de la crise. C'est-à-dire que les crises, quand vous avez un très grand incendie, eh bien, les pompiers de l'entreprise ont été débordés et voilà, leur capacité a été écrasée par l'événement et arrivent les pompiers professionnels et eux, ils n'ont pas le droit de faillir. Sinon, voilà, derrière, il n'y a plus d'autres ressources. Donc, cette capacité d'organiser sa résilience vis-à-vis d'événements extrêmes, c'est quelque chose d'essentiel. Je me souviens qu'au moment de la crise de Fukushima, j'ai vu un échange avec nos amis de l'autorité sûreté nucléaire et ils me disaient, Jacques, on va être débordé dans quelques jours parce qu'on ne peut pas être 24 heures sur 24 heures sur le pont. Et j'ai dit, ben, si, nous allons tenir. Nous allons nous organiser. Alors évidemment, nous étions plus nombreux, mais j'en ai fait une espèce de volonté totale de dire il faut que l'Institut se mobilise et que peut-être il y a d'autres tâches qui ne sont pas très essentielles et qu'on peut mettre au second plan. Donc, cette capacité d'organiser cette résilience, elle est fondamentale également. Et puis, évidemment, il y a des valeurs qui unissent tous ces professionnels au-delà de leur corps de métier particulier. Alors, j'ai repris l'écusson des pompiers de Paris parce que sauver ou périr, c'est écrit noir sur blanc, mais c'est quelque chose quand même. Voilà, jusqu'où va le dévouement des métiers du risque vis-à-vis de la société. C'est quelque chose d'unique et qui est partagé, même si ces mots-là ne sont pas aussi puissants partout, mais je pense que ce sont des valeurs qui sont largement partagées. Servir, protéger, sauver les vies humaines, les biens, l'environnement. Alors, la question, c'était nos regards croisés. Finalement, la conférence de Jean-Marie pose un certain nombre de questions. Et finalement, à travers cet exemple de la santé face à une crise multiforme qui a pris un aspect paroxystique, mais on voit bien que derrière, il y a beaucoup de choses qui sont aussi problématiques. Et donc, il y a des risques qui apparaissent. Alors finalement, ma réflexion était de dire comment est-ce que ça, finalement, si on regarde les choses de plus haut, vers où va-t-on? Et je pense qu'au-delà, donc il y a un enjeu qui est de l'amélioration, la continuité d'améliorer les modèles, l'organisation des métiers du risque, les méthodes de prévention, etc., etc., chacun dans son domaine, et vous en parlez ensemble de manière croisée. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a des risques systémiques qui se profilent pour nos sociétés occidentales, en tout cas, et peut-être même sur l'ensemble de la planète. D'abord, il y a des dangers nouveaux, parce que qui risque, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger derrière. Donc, des dangers émergents. Et je pense qu'il y en a, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle et de la numérisation délocalisée de toutes les données. Alors, comme je reprends le mot de Jean-Marie, tout ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est évidemment formidable. Ça économise du temps d'échange des neurones des cerveaux, mais un abus de toute chose bonne peut devenir problématique. Et imaginons que dans quelques dizaines d'années, les moyens d'intelligence artificielle se démocratisent, comme finalement le calculette. On n'a plus besoin de savoir compter puisqu'on a un téléphone qui permet de compter. Sauf que le jour où le téléphone ne marche plus, on ne sait plus faire une addition. Donc l'intelligence artificielle peut rendre finalement moins intense le temps de cervelle, les échanges humains, et ça peut devenir un
un danger systémique. De même, l'interruption des flux logistiques vitaux d'une société organisée à flux tendu, on le voit aujourd'hui avec tous ces encombrements de porte-conteneurs qui ont du mal à venir de Chine se faire décharger. Donc, nous sommes habitués à travers l'amélioration de la qualité, de l'amélioration de la gestion et grâce à l'informatique, à finalement ne plus avoir de stock, avoir juste besoin de juste acheter ce dont on a besoin le jour même, mais c'est une très grande fragilité. Et s'il y a une interruption, il peut y avoir des effets dominos très rapides. Que devient une société, que deviennent des villes de dizaines de millions d'habitants dans lesquelles finalement, tout d'un coup, les biens essentiels, la nourriture, l'eau deviennent à manquer à cause de panne informatique, tout simplement. Et puis, évidemment, il y a le réchauffement climatique. Bon, je pense que la COP26 vient de se terminer à Glasgow et on voit bien que ces enjeux-là sont très difficiles et en même temps recèlent des menaces très réelles pour nos modes de vie. Alors, on pourrait se dire finalement ces dangers, on pourrait comparer à l'idée du polder, c'est-à-dire qu'on est une civilisation humaine et on creuse notre polder, c'est-à-dire alors on érige des murailles autour, mais on creuse notre propre sol et la mer nous entoure avec ces dangers. En cas de rupture des digues, des digues, on a construit des digues informatiques, des digues de toutes sortes, mais ce ne sont que des digues. Et malheureusement, je pense que la conscience de cette fragilité de notre civilisation n'est pas très élevée, en fait, auprès des dirigeants, des politiques, de la population, des médias, c'est-à-dire qu'on s'accoutume très bien à vivre dans un polder. Alors, évidemment, il faut les digues, il faut les entretenir et il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe si les digues sautent et comment est-ce qu'on peut se sauver. Alors ça, c'est la gestion du risque. Et donc, ces dangers émergents qui sont des dangers systémiques, qui touchent finalement à l'ensemble du fonctionnement de notre société et pas à un sujet particulier, ça appelle à une réflexion sur un nouveau paradigme. C'est quelque chose que je vous invite à considérer, c'est-à-dire comment, finalement, dans la conception des organisations de gestion de crise, comment est-ce qu'on peut changer d'échelle, finalement, et se mettre en situation de faire face à ces risques systémiques nouveaux. Alors, je vais prendre un exemple très concret. Au moment de l'accident du Blayais, enfin de l'incident du Blayais de la centrale nucléaire qui a peut-être en 1999, lors d'une très grande tempête, elle a été un peu inondée parce que les digues sur la Gironde étaient calculées un peu juste et en fait il y avait la conjonction d'une très grande marée plus de la tempête et donc l'eau a débordé et puis il y avait des portes ouvertes, etc. Et donc la centrale a été inondée dans ses sous-sols. La tempête avait détruit des lignes électriques, donc la situation a été un peu tendue, disons, pendant quelques heures. Et puis finalement, heureusement, contrairement à ce qui s'est passé à Fukushima, les choses ont pu rentrer dans l'ordre, mais ce n'était pas passé très loin. Alors, le retour d'expérience a été, il faut surélever des digues, ce qui est effectivement raisonnable, mais un peu court si on y pense finalement, parce qu'il n'y a pas eu cette réflexion systémique en se disant, mais finalement, est-ce que nos centrales nucléaires pourraient être les unes ou les autres, pour des raisons diverses, finalement être débordées par des événements extérieurs dus à une conception un peu juste. Ça peut être le séisme, un incendie, un feu de forêt, différents types de situations qui peuvent conduire à une absence de refroidissement du cœur et donc à la génération d'un accident majeur. Et il a fallu attendre Fukushima, finalement, pour qu'une réflexion mondiale s'instaure sur finalement, qu'est-ce qu'on fait si une centrale nucléaire est un risque extrêmement faible d'un accident majeur, mais s'il doit se produire, est-ce qu'il y a des moyens de mitigation, finalement, qu'on peut concevoir? Et la réponse est oui. Évidemment, ça coûte un petit peu d'argent, mais EDF s'est évidemment lancé dans cette réflexion à la demande du gouvernement et de l'autorité de sûreté nucléaire, et ils ont trouvé une idée simple qui était dans leur propre gène d'électriciens nationaux depuis des décennies,
lorsque des tempêtes détruisent des milliers de kilomètres de lignes électriques, eh ben, les électriciens d'EDF se mobilisent, ils ont des camions qui venant de toutes les régions, ils sont capables en quelques heures de déployer tout un réseau de professionnels avec les moyens de transport, les échelles, les câbles de secours, les poteaux, etc., pour rétablir le courant électrique là où il a été annihilé par un événement climatique. Et ils se sont dit, bah, finalement, une centrale nucléaire, après tout, elle peut être à un moment donné débordée, mais on peut la secourir. Il faut lui apporter quoi, de l'eau. En général, il y en a sur place, mais il faut les tuyaux, il faut les pompes, il faut l'électricité pour faire fonctionner ces pompes. Et puis, il faut que les opérateurs puissent se mettre à l'abri vis-à-vis du danger radiologique. Donc, il faut quelques installations protégées. Pas trop loin de la centrale, évidemment. Et ça a été finalement ce qu'on appelle la force d'action rapide nucléaire. Donc, ce sont des moyens que EDF peut déclencher, pour lesquels donc, il y a des moyens qui ont été dédiés à ça, des équipements, des hélicoptères, des moyens de transport qui sont prêts et qui peuvent être mobilisés nationalement en secours à une centrale nucléaire. En France, bon, ça pourrait aussi, j'imagine, être mis à disposition de pays voisins et en cas de besoin, et donc finalement rajouter une digue systémique et non pas une digue dédiée à tel ou tel problème technologique. Voilà. Donc ça, c'est un effort de changement de paradigme. Il faut penser autrement les crises. Donc ça, c'est la partie prévention, mais la crise elle-même, si elle survient malgré les moyens de prévention, une crise systémique va poser immédiatement la question de la continuité économique et sociale. Et c'est sa dimension primordiale. Et là aussi, je reviens au retour d'expérience Fukushima. Je me souviens de m'être bagarré avec le secrétariat général de la Défense nationale quand le gouvernement a décidé après Fukushima de rénover les plans de crise nucléaire nationaux. Et ma position, puisque j'étais un des acteurs de cette réforme, était de dire l'enjeu radiologique, la sécurité radiologique des citoyens, etc., c'est pas vraiment le problème. Ça va être résolu. Ça, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est comment est-ce qu'on va être certain que les magasins d'alimentation vont pouvoir être alimentés, parce qu'on le voyait au Japon. Dans les zones où il y a un soupçon, même s'il n'est pas avéré, de contamination radiologique, les livreurs ne veulent plus y aller. Il y a le droit de retrait, il y a des salariés, il y a un tas de choses qui font que si on ne planifie pas ça et si on n'est pas organisé, eh bien, il va y avoir un problème majeur de continuité économique en dehors de tout danger. Mais c'est ça, ce problème-là va générer une crise sociétale majeure. Et donc, c'est ça qu'il faut. C'est un objet de planification qui doit être pris en compte de manière très sérieuse. Mais il y avait beaucoup de difficultés à faire entendre ce message-là. Il est passé, on retrouve ça dans les plans, mais en mode mineur, alors qu'à mon avis, si par malheur quelque chose comme ça devait arriver dans notre pays, c'est un des problèmes majeurs. Il y a la phase d'urgence, évidemment, il faut s'occuper de la centrale, évacuer les gens autour, etc. Mais après, le problème majeur, ce n'est plus un problème de radioprotection, c'est un problème de continuité économique et sociale du pays. Alors, ce que je viens de dire l'illustre très clairement. On voit bien qu'il y a ces besoins d'avancer sur des réflexions vis-à-vis de ces risques systémiques, mais il y a énormément de freins à passer à l'acte. C'est-à-dire, autant on peut écrire des livres, imaginer des pensées, mais les faire passer dans la réalité, ça c'est autre chose, pour un certain nombre de raisons. Il y a le réflexe de l'autruche, évidemment, dire « oh là là, c'est pas… » Bon, non, ben, un accident, ça ne se produira pas. Quelque chose que ces crises ne se produiront pas. On a l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui ne défaillera jamais. Voilà, bon, on entend ça. Et c'est lié au fait qu'on valorise le court terme, c'est-à-dire tout ce qui est éloigné. Finalement, politiquement, ce n'est pas rentable. Économiquement, ce n'est pas rentable non plus. Donc, on remet à plus tard. À la limite, on veut bien réfléchir, mais engager des moyens, changer la culture et éduquer des jeunes générations à des choses nouvelles, c'est ça, c'est le penser pour l'avenir. Et si on n'enseigne pas, c'est parce qu'on se contente du très court terme. Et puis, la prévention coûte cher, on va nous dire.
Moi, je me souviens de batailler pour les budgets de l'Institut, et notamment de la recherche, en disant, mais, on me disait, mais vous avez des très grands experts, pourquoi est-ce que vous voulez encore en savoir plus? Voilà, peut-être qu'il y aura moyen de mieux dépenser l'argent. Je considère que la prévention, la préparation, c'est un très très bon investissement, au contraire. Et d'ailleurs, l'expérience le montre, lorsqu'une catastrophe se produit, dont une des causes a été l'impréparation ou la limitation des moyens dédiés, mais après on déverse des tombereaux d'argent pour se rattraper, qui finalement coûte beaucoup plus cher qu'une prévention intelligemment construite. Et ainsi vont les choses. Ensuite, il y a la logique des silos, qui évidemment, notre pays en est un grand amateur, mais pas seulement dans notre pays. Il y a il y a le millefeuille administratif, il y a les pompiers, les SAMU, voilà, il y a un tas de silos qui font que les professionnels du risque sont, il y a une petite échelle à franchir pour parler aux autres. Donc, votre institut, en ce sens, c'est une œuvre très utile de lutte contre ces silos, mais c'est quelque chose qui, évidemment, handicape la résilience face à une crise. Et puis, Jean-Marie, il faisait allusion très clairement à la manie de la suradministration et du recours à l'artefact réglementaire. Et il y a une sorte, ça c'est quelque chose que chacun peut voir, mais comment lutter contre, et je pense qu'il y a des moyens très simples, y compris dans l'enseignement. Ne mélangez pas l'artefact et la réalité. Et malheureusement, lorsqu'on fait un retour d'expérience d'un accident, d'une crise, eh bien, on écrit des doctrines, on écrit des documents, c'est très bien, on va même édicter des règles si ça paraît nécessaire, mais à la fin, ne reste que la règle, c'est-à-dire c'est une sorte de calcification de la pensée. Or, les règles, même les pensées de Descartes ou autres, ne sont que des piqûres de rappel, des choses. Et s'il n'y a pas derrière une capacité à penser proprement en soi, c'est très fragile. C'est un tout petit morceau de la réalité, la règle. Et donc, si on mélange la règle et l'objet, évidemment, on aura tout faux. Mais malheureusement, on apprend à respecter les règles et pour la règle. Et donc, un très bel exemple pendant la crise sanitaire, c'était les attestations de sortie. Et en fait, beaucoup de gens mélangeaient, qu'il s'agisse des gendarmes ou des citoyens, mélangeaient l'objet de ça qui était après tout de se dire, finalement, voilà, je produis ce document, c'est la preuve que j'ai réfléchi à pourquoi j'allais sortir, etc. Ce qui en soi n'est pas stupide, mais dans l'esprit de la majorité de nos concitoyens, c'était devenu le papier protecteur, c'est-à-dire j'ai moins d'attestation, donc le virus ne peut pas m'atteindre. Ce qui est évidemment un raccourci un peu dangereux. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très fort. Et à mon avis, un institut comme le vôtre devrait réfléchir de manière systémique comment est-ce qu'on peut prévenir ce risque de mélange entre l'artefact et la réalité, qui est toujours beaucoup plus complexe et qui nécessite une réflexion personnelle ou une réflexion d'un groupe qui est dans l'action, qui est dans l'improvisation, le cas échéant, et qui est capable de dépasser la règle tout en acceptant le principe. Il ne s'agit pas de contrevenir aux règles, il s'agit de les appliquer intelligemment, voire de s'en échapper lorsqu'elles ont des limites qui n'ont pas été imaginées. Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont un peu liés au silo, mais aussi à la culture peut-être un peu particulière dans notre pays. Une méfiance des politiques, du monde économique vis-à-vis de l'expertise scientifique. Je pense que c'est compris, on voit ça dans l'hôpital, on voit ça partout, dans le milieu des entreprises, dans les ministères, etc. Donc, il y a les experts scientifiques, on les salue bien bas, mais en fait, on se méfie de ce qu'ils disent et on ne les croit pas sur parole, ce qui n'est pas, d'ailleurs, les experts ne demandent pas à être crus sur parole, mais je pense que on voit bien dans l'attitude du gouvernement vis-à-vis du conseil scientifique, par exemple, il y a des hauts et des bas, on voit bien que c'est le discours « nous suivons la science », c'est pas toujours de très bonne foi. Mais ce n'est pas le seul élément. La population se méfie de ces institutions et de leurs représentants. Donc, tout ça, finalement,
le tissu de notre République est fragile à cet égard. C'est-à-dire que peut-être l'enseignement, là aussi, sur, je pense, l'éducation civique, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment développé. Le tissu de la société n'est pas enseigné. Il est enseigné pour son formalisme, mais il n'est pas enseigné pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait société. Vous disiez, on n'enseigne pas l'homme, mais on n'enseigne pas non plus la société. Qu'est-ce que c'est que d'être ensemble? Alors, ça peut être des sujets de philosophie, évidemment, mais je pense que ce n'est pas enseigné comme ça dans les écoles, et c'est un petit peu dommage. Et puis, dernier point, moi, j'ai passé une partie de ma vie professionnelle à Bruxelles, et j'ai bien vu finalement les réticences des États membres à mettre en commun un certain nombre de choses. Or, quand on voit au moment de la pandémie, évidemment, les très grandes difficultés qu'il y a à partager des ressources, parce que le vocabulaire n'est pas le même, les circuits administratifs ne sont pas les mêmes, les organisations politiques ne sont pas les mêmes, entre les Länder allemands, le centralisme français, et finalement, ça rend très difficile le fait de se porter secours mutuellement, de mutualiser un certain nombre de moyens, et on met tout ça sur l'idée que finalement, nous, la nation, on va savoir faire. Bon, voilà. Donc, c'est aussi un réflexe qui, malheureusement, génère potentiellement un retard de phase considérable. Alors, deux challenges, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je pense qu'il y a à réfléchir sur des éléments de doctrine de prévention et de gestion de crise qui soient adaptés à cette extension vraisemblable des risques systémiques majeurs. Donc, qu'est-ce que c'est que, finalement, comment susciter une capacité de vigilance et d'improvisation rationnelle à grande échelle? C'est-à-dire, si quelque chose de vraiment systémique se produit, il est clair que tous les plans blancs, bleus, etc., que vous pouvez avoir dans les ministères, chacun est dédié à un sujet particulier, mais les mettre tous ensemble ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas d'interface organisée. Il n'y a pas cette capacité d'improvisation, elle n'est pas inscrite dans les gènes de l'administration. Et on retrouve ça dans les entreprises aussi. Donc, je me souviens quand, dans mon propre institut, l'IRSN, après Fukushima, on a réfléchi, on dit finalement, mais si une crise se passe, on aura besoin, dans la gestion la gestion de crise au sein de l'IRSN, ça occupe une centaine de personnes sur 1700. Donc, ce sont les professionnels, c'est le cœur du métier, avec le service qui s'occupe de ça, plus des experts qui ont vraiment réfléchi aux différents aspects. Il y a la protection radiologique, la protection des installations. Mais toute la science de l'IRSN doit et peut être mobilisée. Et donc, finalement, on avait réorganisé la pensée que nous avions sur l'organisation de crise en disant, si c'est un incident, une alerte, il y a le noyau dur, ça suffit, mais si c'est quelque chose de majeur, 1000 personnes doivent pouvoir être capables de poser le crayon et de se mobiliser tout de suite. D'ailleurs, le lendemain. Et donc, ça veut dire que les tâches ne doivent plus être accompagnées, ça veut dire un organigramme différent, ça veut dire que si ce n'est pas préparé, ça ne se fera pas. Si on ne peut pas dire aux gens, demain, vous avez un autre chef, etc. Si rien n'a été préparé, ça va être la cacophonie la plus totale. Donc, cette capacité d'improviser, de s'organiser pour pouvoir improviser. Voilà, ça, c'est un enjeu majeur. Je ne suis pas sûr qu'on y soit vraiment arrivé, mais au moins, les jalons étaient posés. Tant que ce n'est pas pratiqué, je ne sais pas ce que ça donne, mais au moins, il y avait cette ébauche de réflexion disant, ah oui, effectivement, on a une organisation qui répond à des besoins du temps de paix, en quelque sorte, mais si quelque chose se produit, on ne peut pas changer cette organisation sans y avoir un peu réfléchi, mais la suite n'est pas écrite, c'est-à-dire la suite sera par définition improvisée. Mais penser l'improvisation et l'inscrire dans quelque chose qui est un cadre convenu, qui permet de préserver les relations avec les syndicats, dans un cadre dit d'improvisation, si ce n'est pas réfléchi avant, ça ne peut pas être fait. Et puis, réduire les risques systémiques et mieux gérer les crises majeures. Alors ça, c'est une autre grande idée aussi, qui est de dire, on ne pourra pas le faire. La continuité économique sans les acteurs de la société, c'est pas possible. Les professionnels du risque,
c'est largement moins que 1% de la population. Donc, comment imaginer que ces gens-là vont pouvoir administrer les 99% pour organiser leur continuité? C'est juste impossible. Donc, la continuité économique, elle sera faite par les acteurs économiques, par les citoyens, les patients, les gens, au service de qui l'administration est censée être et les professionnels du risque aussi. Mais aujourd'hui, la plupart des outils de gestion de crise considèrent que les populations sont des objets à administrer, à protéger, à sécuriser, à sauver, le cas échéant, etc. Mais pas des acteurs. Alors ça se produit, on tolère qu'évidemment, il y a de la solidarité, Jean-Marie le montrait très bien dans une de ses vues, mais ce n'est pas intégré dans la doctrine que si un événement majeur se produit, les gens doivent se sauver eux-mêmes. Et ça non plus, on ne l'enseigne pas. Et donc là, il y a un déficit considérable parce qu'en fait, lorsque des événements vraiment majeurs se produisent, les guerres, les cataclysmes, etc., on voit bien que c'est la population qui se prend en charge. Pas bien en général, ça ne se passe pas bien, il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Et donc ça pourrait être mieux si, là aussi, les professionnels du risque se disaient, les risques qu'on sait gérer, on les gère et on va sauver des gens. Mais si on est tous débordés, on sera tous dans le même bain. Et comment est-ce qu'à ce moment-là, on se met dans une autre situation, c'est-à-dire pas de sauver des gens, mais d'aider les gens à se sauver? Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est malheureusement, je pense, quelque chose qui n'est que balbutiant. On lit des articles ici ou là, etc. Même des gens comme Patrick Lagadec qui y ont pensé, mais ça ne passe pas dans les actes du quotidien, dans les entreprises. On voit bien qu'il y a cette espèce de silo des professionnels du risque. Il dit, moi, je suis spécialiste du risque, toi, tu es un vulgum pecus. Alors qu'en fait, c'est faux. Tout le monde doit pouvoir avoir au moins des réflexes et être mis en situation d'agir par les professionnels qui sont là pour guider, etc., et non pas pour administrer les autres. Donc ça, c'est une réflexion un peu philosophique, mais à laquelle, personnellement, je tiens beaucoup et qui me paraît être une voie d'avenir. Alors, la science, évidemment, ça, c'est une vue que j'ai retirée vraiment de mon logiciel PowerPoint à transformer les couleurs, etc. Mais c'est une copie du logiciel, de la présentation de Jean-Marie, parce que la réflexion scientifique, elle est aussi là pour guider l'action, évidemment. Et ce que j'ai rajouté, c'est le mot multidisciplinaire, c'est-à-dire que je pense qu'il y a intérêt à ce que les différentes disciplines scientifiques, et notamment les sciences sociales et humaines, partagent avec le monde des ingénieurs un certain nombre d'avancées potentielles dans ces éléments de doctrine. Et donc, ça, moi, c'est quelque chose que je vous encourage à faire au sein de votre institut, c'est d'accroître encore l'ouverture vers des mondes disciplinaires extérieurs ou des gens qui sont simplement pas trop l'habitude de travailler avec vous, pour mettre en œuvre ce modèle qui, bon, je ne vais pas le commenter à nouveau, mais je pense qu'on a là tout ce qu'il faut. Simplement, pour répondre à ces questions, je pense que plus il y aura de scientifiques de disciplines différentes et intéressées, et parties prenantes potentiellement, eh bien, mieux ça sera pour deux raisons. D'abord, parce que la pensée scientifique sera améliorée par nature. Et deuxièmement, ces gens de disciplines qui sont un peu extérieurs au noyau dur du risque en retireront forcément quelque chose. À titre individuel ou en tant qu'enseignant, ils retireront de cette expérience d'échange avec vous quelque chose qu'ils vont porter dans leur propre milieu. Et donc, c'est un double bénéfice. Alors, voilà, donc pour terminer, quelques échanges, quelques suggestions. Je reprends cette idée, donc encourager les échanges interprofessionnels entre les métiers du risque et aussi encourager le respect mutuel entre les différentes professions pour surmonter les effets des silos professionnels administratifs et des silos de doctrine. Bon, deuxièmement, créer un récit nouveau. On voit bien que c'est quand même étonnant de voir quand on jette des pierres sur les pompiers. C'est-à-dire, ça, c'est quand même quelque chose qui en a du mal à digérer.
Et alors on peut faire de la répression, évidemment, mais ça traduit aussi le fait que finalement, les gens qui sont là pour protéger les autres ont peut-être échoué aussi à générer un récit pour créer, susciter cette attente du reste de la population vis-à-vis d'eux-mêmes et plus largement des métiers du risque. Donc, est-ce que l'ensemble de la société, comment est-ce qu'elle traite ces professionnels du risque? Est-ce que c'est une ressource accessoire ou est-ce que c'est une ressource centrale? Eh bien, les professionnels du risque ont leur mot à dire là-dedans. Et je pense qu'il y a à réfléchir sur comment est-ce qu'on présente des choses. Je reviens sur mon expérience au sein de l'IRSN. Quand l'IRSN, on m'a nommé directeur, quand l'IRSN était créé, sortant, c'était un institut qui existait avant, mais il était au sein du CEA. Donc on l'a sorti et bon, ça m'intéressait. Donc quand j'ai été nommé, un certain nombre d'observateurs attentifs du monde nucléaire m'ont dit « Mais Jacques, ça ne peut pas marcher parce que c'est un petit institut va être coincé entre les parangons de la science qu'est le CEA et puis la toute-puissance de l'autorité de sûreté nucléaire qui a le monopole du contrôle. Comment est-ce que tu peux exister? Ça ne peut pas marcher, ce truc. Donc, c'est une réforme qui est condamnée à échouer. Eh bien, nous avons réussi. Une des raisons étant, et ça a mobilisé beaucoup de ressources de ma part, mes collaborateurs, pour aller vers le monde politique, vers la société civile, vers les ministères, les élus, pour dire attention, l'IRSN n'est pas là pour faire de la recherche ou pour rendre des avis techniques sur tel ou tel dossier d'EDF. Nous sommes là pour faire avancer la sûreté parce qu'il y a des enjeux et que cette science de l'expertise dédiée à la sûreté, elle va faire beaucoup pour améliorer la sûreté. Et ce discours a marché en interne parce que ça mobilisait. On a pu recruter des gens finalement qui ont quitté de bon cœur le CA, se dire ah oui, ça c'est un enjeu, ça c'est quelque chose c'est-à-dire entre se dire je suis un chercheur et je suis un chercheur qui vient là pour améliorer la sûreté nucléaire dans mon pays, c'est pas la même chose. Et deuxièmement, ça a marché auprès du Parlement qui votait des budgets en croissant, qui ont protégé l'Institut vis-à-vis de différentes tentatives de remettre la main sur l'Institut. Cette indépendance était perçue comme légitime politiquement à cause de ce discours. Pas à cause du fait qu'on avait fait un décret qui nous protégeait, etc., mais sur le fond. Et donc, ce récit, il est très important. Donc, c'est quelque chose qui est souvent en filigrane seulement. Et je pense que ça peut être un objet d'étude explicite, là aussi, avec des chercheurs de sciences sociales. C'est quoi le récit des métiers du risque dans notre pays? Et je pense qu'il est à rénover face à un danger que la population sent bien. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une attente, une inquiétude vis-à-vis du changement climatique, des transformations de la société que crée le système numérique, la délocalisation des entreprises. Il y a un malaise, les gens ne sont pas idiots, ils se rendent bien compte qu'il y a des choses qui changent et que des choses échappent. Qu'est-ce que les métiers du risque, de manière générique, peuvent apporter à ça comme aide à l'ancrage de notre civilisation pour consolider son avenir? Eh bien, voilà, mais c'est quoi ce récit? Comment est-ce qu'il s'appuie sur une formation en interne, sur des éléments de doctrine, sur un discours en interne et en externe, vers les élus, vers les municipalités, les maires, par exemple? Tout ça, il y a un très grand chantier à entreprendre. Se préparer au risque de saturation des capacités de réponse aux crises systémiques. Bon, j'ai évoqué ça tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mon temps de parole est épuisé, mais je pense que là, le risque de saturation même des grands systèmes, pour moi, il est clair. Et donc, comment est-ce qu'on pourra improviser au-delà de ça? Et ça appelle notamment la réflexion sur les mécanismes européens. Donc, au moment de la crise du Covid, j'avais écrit une note à Thierry Breton pour suggérer un certain nombre d'avancées. Alors, certaines sont en train de se faire. Bon, simplement, ce n'est pas de mon fait, mais ça tombe bien. Le développement de Frontex et un certain nombre de réflexions qui avancent en Europe sur l'idée que l'interopérabilité des moyens, c'est quelque chose de vital pour l'Europe entière. Alors, ça génère quelques sacrifices sur nos particularismes locaux, etc. Mais cette harmonisation
des approches, cette capacité à se porter secours mutuellement, c'est quelque chose d'essentiel et qui peut faire vivre l'Europe, d'ailleurs, dans l'esprit des citoyens. C'est quelque chose qui peut être très positif pour la compréhension de ce que c'est la valeur ajoutée de l'Europe, indépendamment des querelles institutionnelles. Et puis enfin, le leadership pour la sûreté. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques années avec l'AIEA, puis maintenant un projet avec l'Université de Nice. C'est comment est-ce qu'on peut, alors pour le moment c'est dans le domaine nucléaire, mais ça peut s'étendre, comment est-ce que finalement on peut apprendre, parce que ça n'est pas fait non plus, aux professionnels du risque, quelle que soit leur place dans un organigramme, à être capable de faire preuve de leadership. Donc ça veut dire d'être capable d'influencer les autres, alors les autres, ses collègues, mais aussi des gens à qui on a affaire quand on est dans une situation où des gens sont dans un danger. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette pratique, ces connaissances qui sont formalisées? Il y a une science de ça aussi, dans les sciences humaines, dans les sciences du management. Comment est-ce qu'on peut ouvrir un horizon d'influence sur les comportements des autres face au risque? Donc, c'est aussi lié au récit que j'évoquais tout à l'heure, mais ça peut s'apprendre. Et je termine avec ça, c'est juste une page de publicité, mais sur ce diplôme européen que nous sommes en train d'avoir. C'est un budget que j'avais décroché auprès de l'Europe pour développer un diplôme européen, donc au niveau master, enfin, c'est un module de master sur le European sur Leadership for Safety, donc appliqué au domaine nucléaire, mais en fait, on est en train de produire avec un certain nombre d'universités. Donc, le pilote, c'est à Nice, mais il y a l'université en Écosse, l'université de Nantes, en France, il y a l'université en Virginie, aux États-Unis. Donc, on travaille sur la création d'un nouveau MOOC, un online course, plus un diplôme. Donc, avec là, je reprends au niveau cette image de l'iceberg, hein, qui est bien pratique. On voit qu'il y a un certain nombre de niveaux dans la compréhension des éléments qui doit s'enseigner. Évidemment, plus on veut aller profond et plus c'est difficile à faire. Mais c'est un enjeu considérable d'être capable de former les professionnels du risque vis-à-vis de cette culture un peu holistique de qu'est-ce que c'est que finalement être un acteur capable d'improviser et d'entraîner les autres, alors qu'on est en général dans un domaine très contraint par des règles, des tas de classifications administratives qui ont leur légitimité. Donc, il ne s'agit pas d'aller contre, mais d'être capable d'aller au-delà. Voilà. Et comment est-ce qu'on enseigne ça? Voilà, j'en ai terminé. Donc, je vous remercie beaucoup. Je crois que j'ai un peu débordé, mais merci beaucoup.